Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition du podcast. C'est le troisième épisode, allez, j'y arrive, pardon. C'est le troisième épisode de la saison 4 du podcast 237 Story. Vous faites bien d'être installés. Eh bien, nous sommes rassemblés pour vous parler aujourd'hui encore des problèmes qui concernent le Cameroun. Pas seulement des problèmes, parce que parfois, si on évoque des problèmes, ça veut dire qu'on a des solutions à vous proposer et c'est ce que l'ensemble de notre panel voudrait bien faire ce soir avec les sujets que nous avons retenus au programme. Donc, aujourd'hui, en politique, on parle du Parlement camerounais. 30 ans plus tard, du 109 à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous le savez sans doute. Cavaillé Guédibril a été remplacé de la même manière que au niveau du Sénat, ce n'est désormais plus Nya Fendi qui règne. On parle aussi de société en deuxième sujet aujourd'hui. Faut-il appliquer la peine de mort au Cameroun face à la recrudescence des meurtres et faits de société? Rien que pour le cas de 2026, on parle déjà d'un peu plus de 22 morts et là, on parle uniquement de femmes et d'enfants qui ont été assassinés soit par des violences conjugales, soit par des viols ou encore des enlèvements. Enfin, on va parler du sport. Vous le saviez, le Cameroun jouait ce vendredi face à l'Australie. Eh bien, les Lions indomptables en Australie, on va évoquer, mais également cette affaire de sport qui intéresse au plus haut lieu, donc, pardon, toutes les instances du football. C'est l'affaire entre le Maroc et le Sénégal. Pour en parler ce soir, on a parmi nos panélistes Sepiro, qui est un consultant que je vais dire que j'aime beaucoup, parce que comme il le dit souvent, il n'est plus le bleu, et je vais vous dire pourquoi à la fin de cette présentation. Sepiro, bonsoir et bienvenue à cet échange. Bonsoir, CWK, content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode qu'on espère super saillant et avec les thématiques que j'ai données, il y a forcément un thème de ton côté ou bien un sujet qui aurait pu retenir ton attention. Est-ce que tu en as un? Sinon, on va passer à la présentation d'une autre personne. Non, juste rendre hommage à tous ces hommes du micro qui sont en train de partir de la Terre. On a eu M. Arnaud Nguefa, on a eu Consti Eka, maintenant c'est M. Fouli Diran qui s'en va. Donc je profite de ce panel pour saluer leurs âmes, c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'on se rappelle pour ceux qui ont connu Folie d'Iran. Récemment encore, on avait toujours, on disait il est malade, mais malheureusement, c'est la nouvelle que nous avons reçue hier du côté des hommes des médias. Il s'en est allé. Et on se rappelle de sa fameuse phrase, un seul mot, abstinence. Là, si vous n'avez pas connu ça dans votre jeunesse, c'est que vous avez raté quelque chose. Il y a également une deuxième personne qui a accepté d'être des nôtres ce soir. Et je le présente souvent en disant, lui, il ouvre, mais il ferme également tous les débats. Lui, c'est Chicharito, c'est l'homme de la maison, c'est celui qu'on voit au début et celui qu'on reçoit à la fin également. Mon frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, merci une fois de plus de m'avoir convié à ce moment d'échange. Je salue également J'étais- tous les copanélistes que tu vas présenter et c'est Piro que tu as Hmm, déjà présenté. d'accord. C'est un plaisir aussi de t'avoir toujours. Merci surtout d'avoir accepté une énième fois d'être présent. Alors, un sujet qui aurait retenu ton attention aussi, actualité camerounaise, internationale. Euh, Actualité internationale avec le conflit au Moyen-Orient qui continue à faire le chou gras de la presse, notamment européenne ou mondiale. Mais je trouve qu'on en parle moins, que c'est un sujet moins évoqué, notamment au Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison, mais voilà. Ouais, c'est vrai s'il faut revenir et on reviendra à coup sur ce conflit-là qui concerne l'Iran, Israël et les États-Unis. On a quand même évoqué dans notre dernier épisode un peu ce qui se passait du côté du Moyen-Orient et je pense qu'on reviendra dessus. Ça, c'est forcément un sujet sur lequel nous reviendrons. Et je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir ce soir un revenant, entre guillemets. Nous lui avons souhaité plusieurs fois prompte guérison parce qu'il était légèrement souffrant, mais ce n'est pas la qualité de ses analyses, pardon, qui aura été déviée pendant ce petit moment où il a été absent. Je vous prie d'accueillir comme cela se doit Olivier, qui une fois encore accepte notre invitation. Bonsoir, mon frère. Bonsoir CWK, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute la team 237 Touré. Quand je parle de la team, je parle
de tous nos internautes qui nous donnent du poids sur les réseaux sociaux et qui continuent à suivre nos podcasts. J'espère qu'aujourd'hui, on va croiser le verbe, comme on le dit souvent, et puis que l'apport en matière de solutions et dans les débats aussi, ça sera vraiment quelque chose qui va apporter de l'éclairage à tous nos internautes, ceux qui nous suivent, et bonsoir encore à tout le monde. D'accord. En tout cas, on est très content de t'avoir en pleine forme. Et est-ce qu'il y aura un sujet qui aussi t'aura marqué ces derniers jours? Oui, déjà, tout le monde a pu remarquer que le Cameroun est saturé actuellement avec des embouteillages et tout. C'est parce que il y a un enjeu crucial, je pense, pour le Oui. Cameroun, bien sûr qui ne pèse pas beaucoup dans la balance mondiale, mais qui accueille en ces jours un grand sommet qui est la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Alors, Mhm. j'ai vu un petit débat et un certain blogueur aussi qui a publié, qui a incité les autorités, le gouvernement à faire plus de communication pour les jeunes Camerounais, pour le peuple camerounais, pour qu'on comprenne un peu mieux les enjeux de telles conférences. Les Et Camerounais les ne sont pas opportunités. édifiés, ils sont les... Oui, oui, et les opportunités. Les Camerounais ne sont pas édifiés, ils sont laissés en marge des conférences et des sommets qu'on organise ici. C'est juste figuratif pour le gouvernement, alors que ça peut apporter un plus dans un déclic aussi dans l'épanouissement et la contribution des jeunes dans le développement de notre pays. Voilà. Et enfin, mesdames et messieurs, je vous permets, mais je me permets plutôt, je devrais dire, d'introduire l'une des dernières voix de ce soir. C'est du moins l'une des premières voix, nouvelles voix féminines de cette nouvelle saison de 237 Story. Elle s'appelle MT. Elle nous a fait le plaisir aussi d'accepter notre invitation. MT, bonsoir et bienvenue à 237 Story. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, comment tu vas? Je vais plutôt bien. C'est le week-end, donc tout va bien. Hmm. Voilà, alors, dans la jeunesse camerounaise, il y a ceux qui décident que le week-end, c'est le vendredi, c'est soulever le coude, comme on dit souvent, mais il y en a qui décident de parler des choses républicaines et MT fait partie de celle-là. Est-ce qu'il y aura un sujet que tu aurais aimé que l'on parle et qui n'est pas à l'ordre du jour? Je crois que les autres ont déjà parlé de ce que je voulais dire, mais je retiens beaucoup Mhm. plus le dernier point concernant les embouteillages et le 14e Ouais, confinement. quand on est dans la ville, on comprend un peu comment les embouteillages, ça touche fortement. Alors, Voilà. mesdames et messieurs, bon, sans te couper, bien sûr, parce qu'on sait que tu vas bien intervenir au cours de cet échange. J'ai envie de dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore connectés, eh bien, c'est le moment, soyez connectés sur 237 Story. Vous le connaissez déjà. Tous les différents canaux par lesquels on peut se connecter, que ce soit sur Spotify ou encore sur Deezer, sur Amazon. Et tout récemment, nous sommes déjà sur les plateformes YouTube, podcast. Vous connecter en tapant sur la barre de recherche, c'est 237 Stories et vous avez accès à tous nos contenus. Surtout sur TikTok aussi, on a commencé à produire du contenu pour TikTok également. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous des likes, laissez-nous des commentaires. On essaiera de répondre et de faire une dédicace à toutes ces personnes qui viennent nous faire plaisir et qui commente toute l'actualité sur laquelle nous revenons. On va commencer le podcast ce jour en ouvrant avec la première thématique, comme je le disais à l'entame, on parle de politique et surtout du Parlement camerounais. Il y a un peu plus de 30 ans, un jeune député du Grand Nord prenait le siège du président de l'Assemblée nationale et depuis lors, on n'a jamais, mais alors à grand jamais connu de remplaçant, si ce n'est il y a quelques jours où le Cameroun a quelque peu basculé et on a vu à la tête de l'Assemblée nationale
un nouveau président, de la même manière qu'on a vu à la tête du Sénat camerounais un autre président que Niad Fendi. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour remettre un peu les choses dans leur contexte? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale? Merci pour la question, CWK. Comment je peux dire, c'est une bouffée d'air pur qu'on a pu avoir, surtout nous les Camerounais qui n'avons pas toujours connu des jeux de chaises ou bien des changements. On a vu un très grand changement à la tête de deux institutions protocolaires qui sont vraiment des hautes institutions de notre pays à l'instar du Sénat et puis de l'Assemblée nationale, qui sont les deux chambres basses et hautes de notre cher et beau pays, qui représentent le pouvoir législatif dont on parle toujours, qui est ce pouvoir-là qui est chargé de légiférer les voix et tout ça. Bon, on a eu un très grand changement. Après 30 ans, c'est beaucoup, c'est long. Les Camerounais ont pu voir. Moi, je me réjouis déjà parce que je me rends compte que j'ai pu assister à un tel changement avant de pouvoir. Quand on sait que ici au Cameroun, pour bouger quelqu'un de son poste, c'est très difficile. On pourrait attendre parfois des demi-siècles, parfois même peut-être un siècle. Si les gens pouvaient vivre un siècle, on aurait vu ce genre de résultat. Alors, on a eu un nouveau PAN, un nouveau président de l'Assemblée nationale et un nouveau président du Sénat. Euh, Dommage que ce ne soit pas qu'une femme n'ait pas accédé à ces deux postes de prestige, mais déjà, on a vu un croisement qui a surpris tout le monde. Et on a vu, quand on sait que le Grand Nord a toujours été à l'Assemblée nationale et puis l'Ouest a été au Sénat. Euh, on a vu une permutation des deux grandes régionales de notre pays. Et on espère vraiment que avec ce nouveau souffle qu'on a donné, bien que ce soit les mêmes gens, bien que ce soit les mêmes personnes, mais j'espère aussi que les nouveaux venus vont pouvoir apporter une touche de modernité, une touche d'alternance, une touche comment je peux dire, de travail dans ces deux institutions. Alors, on va laisser les nouveaux venus faire leur travail et on va les juger au pied du mur. C'est tout ce que je peux dire pour l'entame du sujet. Voilà, qui est un peu exposé. Comme je demandais déjà tout à l'heure, c'est Pierrot, est-ce que pour toi, c'est une grande surprise de voir qu'il y ait eu ce changement à la tête de la Chambre haute et de la Chambre basse du Cameroun? Oui, merci de me passer la parole pour ce premier sujet. Pour moi, ce n'est pas une surprise de voir ces changements à la tête de nos deux chambres du Parlement camerounais. Au niveau de l'Assemblée nationale, où on avait M. Kavaï Djibril, M. Kavaï Yegué Djibril, qui aujourd'hui s'en va, je pense que les derniers événements nous ont prouvé à suffisance qu'il ne pouvait plus tenir le rôle du président de l'Assemblée nationale. On se rappelle tous d'abord de la campagne 2025 lorsque il devait recevoir le président dans le Nord. Il a fait un discours, vraiment, c'était très drôle. On ne sait pas s'il parlait français, il n'y avait aucune cohérence dans ses propos. Cela s'est répété pendant la prestation de serment du président, où il a parlé, il lui a remis un stylo. Donc, on pense qu'en s'appuyant juste sur ces deux faits-là, c'est un monsieur qui est fatigué. Et je pense qu'à un certain âge, il faut le dire, à un certain âge, certaines personnes du quatrième âge sont touchées par des problèmes, je veux dire, comme Alzheimer, ils oublient, c'est que l'Alzheimer qui les menace. Donc, il a le service qu'il pourrait rendre à l'État.
on va juger s'ils sont bons ou pas, mais ils ne tenaient plus. Au niveau du Sénat avec Monsieur Nyat Ndifeng, c'est un peu pareil. On le voyait plus. Donc, on le voit plus. On ne sait pas s'il est toujours en fonction ou s'il n'est plus. Personne ne saurait dire s'il a vu ce monsieur ou pas. Il n'était déjà pas, C'est il vrai n'est que pas encore. ses apparitions publiques pour ce qui est du président du Sénat, c'était encore beaucoup plus rare que du président de l'Assemblée nationale, qui lui au moins ça fait une apparition lorsque le président était à Marois. Mais pour le président du Sénat, c'est carrément ni vu ni connu depuis plusieurs années. Ok. Donc, bien malin sera celui qui nous dira dans quel état il se porte, s'il est capable de placer deux mots, s'il n'est pas sur stade respiratoire quelque part. S'il est au Cameroun, on ne sait pas s'il est au pays. Donc, c'est normal. Il n'a assisté à aucun grand événement du Cameroun depuis près de 2 ans. On n'a pas vu un défilé, on n'a pas vu une prestation de ses membres, au nouvel an à l'Assemblée. Il n'est plus présent physiquement. Et quand tu es pas présent physiquement à tête d'une telle assemblée, donc je pense qu'il était tout à fait normal de l'aider. Et maintenant, on verra si on peut parler de nouveau sang ou pas. Je pense pas qu'on parlera d'un nouveau sang. Parce que pour ceux qui prennent les rênes, ce sont des gens qui ont roulé leur bourse dans ces différentes institutions. Ils ont fait au moins 10 à 20 ans là. Donc, je pense pas que c'est un sang rouge, juste de nouveaux visages qui arrivent de ces deux institutions. Mhm. Permettez-moi d'introduire un autre de nos panélistes qui nous a rejoint au cours du débat. Bon, c'est la voix. J'ai envie de dire tout simplement comme ça pour toutes ses fans, parce que le nombre de fans, c'est-à-dire chaque fois que ce gars il parvient à être avec nous, le nombre de fans au féminin qui augmente. Ah là, je suis toujours ravi de te recevoir. Bonsoir toi, Joe. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous m'avez tellement manqué. Voilà, je suis de retour Ça, et ça ne se ça voit pas, fera. hein. Peut-être que ce gars, en disant que nous avons tellement manqué, devrait venir. En tout cas, on attend le prochain anniversaire de 237 Story. Tu auras beaucoup de choses à nous offrir. Bah oui, bien sûr, ça sera avec plaisir de vous revoir vous tous. Ça Hum, sera un grand plaisir de vous Voilà. revoir, d'échanger avec vous, discuter avec vous. Comme d'habitude, je sais que avec vous, on croise ce verbe avec les grands esprits et il y a toujours quelque chose qu'on apprend après les débats. Voilà. Même si on n'est toujours pas Voilà. d'accord, c'est la contradiction qui nous donne sens quand même. Ça fait bien que tu aies la Le parole. Là, lancement on de va te la ça. laisser avant de. Bon, Olivier, il profite aussi quand même. Ce n'est pas à tout moment qu'il est avec nous. Donc, quand il est Il a là, fini de manger, il a fini de manger l'argent de la campagne ou pas? il nous dira Ouais, si il a d'ailleurs fini de manger je tout vous l'argent de dirai. la campagne. Alors, on va revenir à quelque chose de plus sérieux en te laissant la parole, Dio. Est-ce que justement, avec le changement qu'il y a eu au niveau du Sénat, justement, il le disait tout à l'heure, Olivier, il y a eu ce petit basculement. On voit clairement que le Sénat, qui était l'apanage des Grassfield, est passé au niveau des TICA, si je peux dire comme ça. Donc, c'est désormais le Grand Nord qui a le Sénat. Et vice-versa, l'Assemblée nationale qui était pour Kavaye Dibouil, ou bien il avait dit pour le grand point fils du Grand Nord, est redevenue la chose de l'Ouest, notamment avec un ressortissant du Ndé. Est-ce que tu trouves que ce jeu de chaises musicales, voilà, j'y arrive, est quelque chose qui était prévu, ou bien est-ce que ça va dans le bon sens? Ça veut dire qu'actuellement, en l'état de la constitution camerounaise, s'il y a un malheur à la tête de l'État, c'est tout simplement l'amido de Rebouba qui est le prochain président selon la Constitution. Qu'est-ce que ça t'inspire à toi-même, Joe? Je sais pas si c'est vraiment un changement. Je dirais c'est du parti pour rester parce on se change. C'est pas un changement stratégique, c'est pas un changement idéologique, c'est juste un changement de poste, de personne, où des gens essaient de se compenser des petits postes, des gens essaient de revoir des résultats, des cadeaux de leur fidélité ou bien de la campagne. C'est pas un changement idéologique. Pour moi, ça n'augure rien. Je me dis juste, on essaie de contenter des uns et des autres, comme si la gestion du pays devait être un truc où on remercie une telle partie de la population parce que vous avez voté ou bien parce que, voilà, on partage un gâteau.
est-ce qu'il y a lieu de savoir que dans tout changement, pour moi, ce qui devrait insuffler, c'est est-ce qu'il y a de la compétence? C'est quoi la nouvelle vision? Est-ce qu'il y a une vision qui se dégage clairement? Non, moi, je ne vois pas de vision qui se dégage clairement. Je vois juste des gens qui essaient de se contenter, de se partager. Tiens, si, voilà, comme on dirait, c'est comme si on faisait le partage, ça rappelle un peu à Berlin quand on partageait l'Afrique. Tu me donnes tel, je te donne tel. Et voilà, la seule Donc, lecture que une je peux impression pour toi avoir, que le Cameroun est toujours, que c'est le Cameroun est partagé. Mais, oui, mais oui, Joe, oui. tu devrais peut-être nous donner comment je peux dire, ton avis sur un candidat potentiel que tu aurais préféré à la tête de ces institutions. On a dit que c'était le mandat des jeunes et des femmes. On a commencé à changer Oui, les choses. c'est c'est ce que le président a dit On n'a pas. quand quand Ça il a m'aurait fait été, quand il a été plaisir. Ça investi. m'aurait fait plaisir de voir une femme arriver à la tête du Sénat. Ça aurait donné le Bon, ton. une femme à la tête du Sénat, ça veut dire en cas Ben oui, parce que de c'est le mandat. vacance On du a dit c'est le pouvoir, c'est mandat des jeunes et directement des la femmes. femme Si on qui est avait nommé présidente. une femme à la tête du Sénat et on avait nommé un jeune à la tête de l'Assemblée nationale, on aurait compris que oui. Et quelque Il y a un part, réel changement. on commence à tenir des promesses. Mais là, peut-être la jeunesse au RDP, si ça commence à partir de 70 ans en descendant, peut-être, je, je sais pas trop. Just ressenti. Voilà. En tout cas, Après, voilà, c'est c'est peut-être pas un une changement information qu'on idéologique. va connaître tout de suite. Oui. Et pour conclure, la seule lecture que l'on peut avoir, c'est peut-être qu'il y a une modification de la Constitution qui arrive. On veut préparer les députés pour une certaine modification de la Constitution et du Sénat. On prépare les deux chambres pour une modification de la Constitution qui arrive et on verrait peut-être apparaître un poste de vice-président qui reviendrait à ce moment-là à qui? Voilà, on va encore rentrer dans ce partage de gâteau. Donc pour moi, c'est Là, pas un changement. avant d'arriver au changement, un éventuel changement de la Constitution, je pense on en est encore très loin pour le moment. En fait, on verra. Je vais poser une autre question hein, pour Chicharito qui est en attente déjà. Alors, Chicharito, on a vu ce petit jeu de chaises musicales, mais on a constaté surtout que c'est toujours le RDPC qui reste. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que on a l'impression que le Sénat a été donné à une région qui avait quelque peu rejeté le chef de l'État parce qu'au cours des dernières élections d'octobre, on a clairement vu Issa Tiroma qui a damé le pion au RDPC avec sa coalition dans la plupart des bureaux politiques du Grand Nord. Est-ce que c'est une manière pour le parti au pouvoir de se réapproprier le Grand Nord qui, dit-on, était la fille du renouveau? Merci pour la question. Ma réponse est sans ambiguïté, hein. Pour moi, c'est non. Et je vais expliquer pourquoi je pense que non. Euh, le président de l'Assemblée nationale a fait tu l'as rappelé, plus d'une trentaine d'années à la tête de cette institution. Il était bien originaire d'une région. Je Oui. pense que si on interroge les populations de ces régions-là, pour leur poser la question, est-ce qu'elles ont, pardon, ressenti voilà, cette Un changement nomination-là, dans le niveau de un vie. changement dans leur quotidien? Je pense que la réponse sera non. Donc, encore une fois de plus, le plus important n'est pas de nommer, parce que c'est aussi ça qu'on a souvent, malheureusement, c'est comme ça que le pays un peu est conçu. Comme on a plusieurs ethnies, tribus, on essaie un peu de contenter tout le monde, mais au fond, ce qui, moi, m'intéresse, c'est la population locale. Si vous voulez vous nommer les mêmes membres d'une même tribu à la tête du pays, il faudrait tout simplement qu'au niveau de la base, qu'on ressente que ces personnes-là travaillent pour l'intérêt général et pas pour leur intérêt personnel. Donc voilà ce que je peux Oui. dire de manière succincte pour répondre à ta question. C'est que voilà, le fait de changer, passer de donner telle chambre à tel originaire de telle région, je ne vois pas en quoi ça développe le Cameroun. Par contre, si ces personnes-là se mettent au travail, participent au développement du Cameroun, améliorent les conditions de vie des Camerounais, moi, je serais très content de leur nomination, tout simplement. D'accord, on va poser une autre question, toujours sur le même sujet à MT. Est-ce que, à ton avis, MT, tu penses que on est arrivé au Cameroun à un point où c'est plus pour les vieux et moins pour les jeunes?
C'est-à-dire, de plus en plus, les jeunes espèrent, mais quand il y a un moment de récompenser, on offre tout plutôt aux vieux. Euh, bon, merci de m'avoir passé la parole. Je dois, je dois dire que on a toujours appris que un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Donc, Mhm. naturellement, les personnes âgées ont vécu plus de choses, ont plus de compétences. Bon, pas plus de compétences, mais plus Est-ce que d'avance ça veut dire par que les rapport jeunes, à... est-ce que ça veut dire que les jeunes ne méritent pas? Les jeunes n'ont pas droit. Est-ce que les jeunes n'ont pas aussi, quelque part, ils n'ont pas le droit d'oser? Parce que même ceux qui sont là actuellement, qui gouvernent, c'était des gens qui étaient jeunes à leur époque quand ils ont été choisis pour diriger. Mais maintenant, on a l'impression qu'ils ont verrouillé tous les vieux. Les jeunes n'ont plus droit à quelque chose. Si La je peux jeunesse te d'avant n'est plus... compléter, plus en- CWK, Donc, si je peux il te y compléter a sans te des couper, MT, exceptions, je s'il te pense. plaît. MT, Si oui, je peux, vas-y, Olivier. si je On peux te revient sur MT compléter juste après. une seconde, sans couper MT. Ici, je pense que les Camerounais ont soif de ce changement, de voir un jeune qui est aussi dans les affaires. Quand on sait que ces vieux-là, avec leur gestion depuis des années et des années, n'ont pas réussi à fédérer, à faire en sorte que le Cameroun profite seulement. On parle de corruption, on parle de clientélisme, on parle de népotisme et tout ça. Bon, les jeunes aussi, on pouvait passer peut-être le Olivier, flambeau à Olivier, un jeune c'est pour toi qui parles ou pouvoir, bien Ouais, on a piraté en ton fait, téléphone? je pour pensais que tu allais pouvoir, compléter ma pour question, pouvoir, pas répondre, Olivier. pour, Je pensais que tu allais compléter la question. non, C'est non, MT avait la parole. donc j'ai posé juste le fait parce qu'elle était en train de prendre une certaine tangente disant un vieux assis Mais non, voit plus loin c'est Oui, sa bon, vision, Olivier, c'est sa vision. elle amène le sujet. Elle amène Non, le Va, non, sujet elle comme va, elle je veut. ne suis pas contre sa vision. Je ne suis pas contre sa vision. Je suis pas contre sa vision, mais je complète juste ta question. Qu'elle voit aussi Mhm. cette revendication de la jeunesse. Et j'allais Laisse revenir, déjà qu'on voit. justement. On va écouter MT, s'il vous plaît. Oui, je disais MT, on que, t'écoute. bon, parlant de la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse d'avant, certes, on peut donner la chance aux jeunes d'aujourd'hui de s'exprimer, mais comment leur accorder, nous accorder le bénéfice du doute quand on voit tout ce qu'on accomplit, honnêtement? On peut se dire, oui, des jeunes comme nous, oui, là, on a les preuves palpables qu'on peut être attiré un poste ou un autre. Mais les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'on va se lancer et chercher l'aiguille dans la botte de foin pour trouver le jeune qui peut correspondre à tel poste? Bon, si on se dit, on va leur accorder le bénéfice du doute, d'accord, bon, essayons Uh-huh. de voir où ça nous mène. Mais honnêtement, les preuves que les jeunes font de nos jours ne nous encouragent pas à leur donner cette liberté de se Alors, donner lancer les et postes de d'oser. responsabilité. Mais Oui, est-ce que tu c'est ne ça. penses pas que, quelque part, c'est les gens qui nous dirigent, ils nous disent quelque chose et ils appliquent le contraire. C'est-à-dire, on nous a dit, OK, vous les jeunes, on va vous laisser oser, on va donner la place aux femmes, mais on a l'impression qu'il y a moins de femmes qu'avant à tout ce qui est comme charge. À entendre MT, on se dirait que c'est les jeunes qui ont conduit le Cameroun dans l'abîme et il y a aucun jeune. C'est MT. On n'a jamais, Je on n'a voudrais jamais qu'elle trouvé. justement Donc, C'est ce réponde. que je je n'ai pas disais tout parlé à l'heure. d'aucun jeune. Je n'ai pas On dit Non, va la aucun laisser C'est ce que je s'exprimer, disais s'il vous tout plaît. à l'heure. A dit qu'on ne pas se trouve pas, lancer. a dit, attendez, à laissez-la entendre finir, s'il vous plaît, MT, laissez-la on finir. S'il croirait que vous plaît, s'il vous plaît. c'est le bilan de la Elle jeunesse. va Non, finir, je on veux va juste, discuter. Qu'elle finisse et on discute, s'il vous plaît. Elle finit, on va discuter. On va écouter MT justement, parce qu'il faudrait qu'elle exprime son avis posément et juste après, on pourra avancer. Alors, MT, comme je le disais tantôt, est-ce que tu penses que c'est parce que les vieux, bon, je vais les appeler les vieux, mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont peur de ce que les jeunes peuvent produire? C'est-à-dire, ils se disent, si on donne la place à un jeune, il va fournir plus d'efforts que nous et finalement, on va voir que nous, les vieux, on ne faisait rien. MT. Non, je pense que les vieux se disent quoi? Ils se disent, si on donne la place à un jeune, ils vont refaire exactement ce qu'on a refait. Par exemple, À ils notre vont époque. détourner des fonds, ils vont faire ces choses-là et on va revenir au même résultat où nous sommes actuellement. Donc, il n'y aura pas de Donc, c'est mieux différence. qu'il Mieux reste. on va voir
pour nous. Donc, je me dis que c'est ça qu'ils se disent. Maintenant, je ne suis pas contre que des jeunes occupent des postes. Je ne suis pas contre. D'accord. Mais il faudrait qu'ils prouvent, qu'ils fassent des preuves. On ne doit pas se lever comme quelqu'un qui avait souvent, je ne sais pas, 9, 8 en classe et puis qui a peut-être fait, je ne sais pas, qui parfois était traduit au conseil de discipline, ce genre de trucs. Parce que. En fait, des personnes qui ne sont pas exemplaires. Des personnes qui n'ont pas fait de preuves. On ne va pas prendre des jeunes qui n'ont pas. Mais ils vont faire les preuves comment si on ne leur donne pas justement. On va faire les preuves comment? On va faire les preuves comment? Alors, on va passer. Je ne voulais pas arriver au sujet du football et du sport. Mais par exemple, ce que Samuel Eto'o et Pagou ont fait, c'était très beau. Du genre descendre dans les sous-sections et regarder véritablement comment les joueurs jouent. Parce que ceux qui étaient là depuis, eux, ils avaient déjà pris l'habitude d'être le centre de l'attention et tout ça. Mais ils sont descendus, justement. C'était une sorte d'enquête sur le terrain. Et donc, c'est ça. Non, ça peut se comprendre. On ne peut pas être d'accord avec toi, MT, parce que. Et en plus, l'exemple que tu prends de Samuel Eto'o et de David Pagou, je crois que tu as encore tout gâté dans ton développement. Bon, Chicharito, je pense que tu n'aimes pas trop Eto'o en même temps, donc c'est un peu ce n'est pas un sentiment d'amour CWK. Ici, on parle de fait. D'accord. Quand un dirigeant, quand il y a un dirigeant, tu regardes ses promesses de campagne et tu regardes son bilan. Je juge par rapport au bilan. Ne juge pas sur le fait si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Donc, c'est un très mauvais exemple qu'elle a pris. Et ensuite, lorsqu'elle parle de la jeunesse, selon toi, en tout cas. De campagne de Samuel Eto'o, non, je ne suis pas là. J'ai pris un exemple clé par rapport à la sélection. Non, elle dit justement. Oui, et quand elle a parlé un peu de la jeunesse, bon, ça c'est ce que je pense que nous tous, nous avons un peu compris ça comme ça. C'est une façon de dire qu'il n'y a vraiment pas de jeunes au Cameroun capables de, voilà, d'être à des postes. Elle dit que les jeunes ne se démarquent pas. Pas qu'il n'y a pas de jeunes capables, mais ils ne se démarquent pas. Non, il faut. Oui, mais moi, je pense que les jeunes sont marginalisés. Ils n'ont pas l'occasion de prouver quelque chose devant ces dieux-là. Ils n'ont même pas l'occasion. Pour que le jeune puisse. Est-ce qu'on peut écouter cette personne, s'il vous plaît, Chicharito? On va écouter Chicharito, après on va écouter MT et on va continuer l'échange. Pour que le jeune puisse faire ses preuves, comme tu le dis si bien, MT, il faudrait d'abord que le jeune soit nommé. Tu ne vas pas aller trouver un jeune sorti ex nihilo pour venir occuper un poste de responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je vais mieux m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas condamner a priori un jeune alors que tu ne l'as jamais mis à l'œuvre, jamais mis à la tâche. Avant, lorsque le port autonome de Douala était dirigé, personne ne savait qu'il pouvait avoir un dirigeant comme celui qui est là actuellement et qui, malgré tous bon, je ne voulais pas le citer, mais malgré tous les critiques qu'on peut avoir par rapport à sa gestion, on sait quand même qu'il a mis le Cameroun à un certain standard par rapport au précédent. Et donc, ce genre de jeune-là, s'il n'avait jamais été porté à ce poste, tu ne l'aurais jamais su. Le président de la République, quand il arrive, quand il devient président à 39 ans, je crois, ou non, quand il devient ministre à 39 ans, tu ne le connaissais pas non plus. Mais à ce moment, on lui a donné sa chance, il a eu le temps de faire ses preuves jusqu'à être président de la République. Quand le PAN, qui a démissionné récemment, arrive aussi au Pêchois, il est très jeune. Quand le président Ahmad Ouaïdjo prend le pouvoir, il est très jeune. Donc, il faut d'abord donner cette possibilité-là aux jeunes de s'exprimer avant de tirer les conclusions a posteriori. Parce que là, tu tires les conclusions en amont alors que tu n'as même pas encore eu le temps de les évaluer. Donc, voilà ce que je voulais dire juste pour être en désaccord avec ton propos. D'accord. Comme je le disais, on va passer la parole à une autre personne. Et je pense qu'il y a encore des gens qui ont beaucoup à dire sur le sujet. Joe,
Peut-être en 30 secondes, Joe, pour passer à autre chose. Ben non, je suis un peu scandalisé On va parler tout du même sujet, rassurez-vous, on parlera tout du même sujet. je suis un peu scandalisé quand j'entends un peu le bilan de la jeunesse qui n'a jamais été aux affaires. Et qu'on ait si peur de la jeunesse dans un pays qui est composé à 80% de la jeunesse. Donc, si nous, jeunes, on n'a pas confiance en nous, qui aura confiance en nous? Alors, on va pour ne pas avoir de repos, juste comme ça, pour ceux qui sont surtout du côté du Cameroun, parce qu'il faut le rappeler, la plupart de nos panélistes ne sont pas généralement au pays. On est un peu de partout, même si on est des jeunes Camerounais. C'est toujours ça aussi, la force de notre jeunesse. Mais il y a toujours pour parler on est toujours dans la première thématique, on parle toujours du Sénat et et bien sûr, tout naturellement, on parle aussi de l'Assemblée nationale. On a vu une scène quand même assez incroyable. C'est d'abord le nouveau président du Sénat qui va rencontrer l'ancien avant qu'on ne parle de passation de service et qui cause longuement avec lui. Et du jour au lendemain, il est venu et il y a eu ce petit clash, si on peut dire comme ça. L'ancien président de l'Assemblée nationale refuserait de remettre les voitures, refuserait de donner les attributs devant permettre au nouveau président de l'Assemblée nationale de travailler paisiblement. Et la plupart des journalistes se posent la question, presque tout le monde se pose la question, est-ce qu'en près de 30 ans, ils n'ont jamais préparé leur départ? Est-ce qu'ils se disaient qu'ils étaient éternels à cet endroit-là, c'est Piro? Est-ce que c'était l'Assemblée nationale de Cavaillé-Yégué-Djibril ou l'Assemblée nationale du Cameroun? Monsieur CWK, cette question, elle va me permettre de rentrer au propos de MT tout à l'heure. Je vais commencer par répondre à la question. OK. L'Assemblée nationale du Cameroun appartenait à monsieur Cavaillé-Yégué-Djibril. C'était sa maison, c'était son institution. Vous vous souvenez qu'il fut un temps... Non, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, c'est Piro. Laisse-moi plus. Non, tu vas parler après. Tu vas parler après, monsieur. Il faut laisser Piro parler. Tu vas parler après. Allez, on écoute. Dans un pays normal, on ne peut pas mettre une assemblée à Yaoundé sans des institutions d'un pays. Le monsieur déplace ça vers son village parce qu'il ne peut plus faire le voyage pour Yaoundé. Monsieur, ça l'appartient. Vous vous souvenez tous ici qu'il a eu à déplacer l'Assemblée dans son village, à un cabinet là-bas, parce qu'il disait que le voyage aller-retour le fatiguait. Donc vous ne me direz pas que ça ne lui appartenait pas. Deuxièmement, nous sommes dans une république. Et qui dit république reste public à la chose publique, donc la chose des citoyens. Monsieur, on ne peut pas vous demander de restituer les véhicules de l'État, des citoyens. Vous dites que non, ceux-là sont mes véhicules. Et vous dites que ce n'est pas sa chose, c'est sa chose. Vous constatez que premièrement, si ce n'était pas sa chose, il aurait dit, OK, il serait venu faire la passation de service. Il n'est pas venu passer le service à son second. Il n'était pas là. Il n'est pas venu au vote. Qui a couronné son second. Pourtant, c'est un député. Hein. Il n'est pas que président de l'Assemblée nationale. Il est tout autant député de ce pays. Donc, il aurait dû être là. Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être député d'abord. C'est important de savoir. C'est un député. Il est juste président. Il est toujours député jusqu'à présent. Donc, il y a élection, puisque dans leur parti, on sait d'avance qui va gagner. Il ne vient pas déjà voter. Vous voyez, donc c'est sa chose. Il considère qu'on lui a pris sa chose. Et en partant, il faut qu'en quittant la maison qui lui appartenait, qu'il vide les meubles. Parce que là où il a commencé à voir les voitures, allez voir ce qu'il va prendre à l'intérieur. On ne parle pas que des voitures qui avaient au parking. Peut-être qu'il va dire, bon, le fauteuil qui est là, c'est moi je l'ai acheté il y a 30 ans, je dois partir avec chez moi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire que ça ne lui appartenait pas personnellement. Donc, et Madame MT, pour revenir à vous, je vous dis, les vieux, comme vous dites là, vous voyez, ça se traduit, hein, ils ne veulent bien pas lâcher prise. Donc, ne pensez pas que les jeunes ne veulent pas, les jeunes sont incompétents. Voilà un jeune avec qui ce monsieur a travaillé pendant longtemps, il se voit chaque jour. Il ne veut pas lui passer la place. Vous pensez que c'est moi qui ai 30 ans, qui n'a jamais vu quelqu'un passer la place. Et ne parlez surtout pas de je vous avais dit quoi, accorder le bénéfice du doute. Non. On fait confiance à quelqu'un quand on veut qu'il travaille. On lui accorde le bénéfice du doute. Quand on doute, ça veut dire qu'on sait que non, il ne peut pas donc, on va vous écarter. Mais comme on me dit, j'ai confiance, on va travailler, vous avez le pouvoir de travailler. Donc, les vieux, ça lui appartenait. Aujourd'hui, on se accorde de voir tout ce qui se passe, il ne veut pas lâcher prise.
Mhm. En tout cas, on comprend aisément que le Cameroun certes a besoin de changement et que ce changement-là, il va passer aussi bien par l'expérience de ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire les vieux, comme je les appelle depuis le départ, mais on a aussi besoin de la fougue de la jeunesse qui ose. Et parlant de la jeunesse qui ose, Chicharito, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, quand on parle toujours pour rester au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on a l'impression qu'au niveau du Sénat, les choses se sont passées tout naturellement, mais à l'Assemblée nationale, le directeur de cabinet, ou bien plutôt l'ancien directeur de cabinet de Kavaye Dibril, qui dit qu'il ne voulait pas lui aussi céder. Et d'après certaines indiscrétions, Kavaye Dibril aurait demandé au nouveau PAN de laisser son handicap, de laisser également certains employés. C'est la première chose qui a été saccagée, si je peux dire comme ça, par le nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est directement de changer le directeur du cabinet, ce qui est un peu normal entre guillemets, et de mettre un de ses fidèles à lui. Je ne vais pas faire la remarque qu'il est de la même ethnie, ça fait un peu tâche, mais il a directement changé le directeur du cabinet et il a envoyé son directeur de cabinet aller dans le domicile qui est celui du président de l'Assemblée nationale normalement et de faire un délit de réflexion et on lui aurait refusé la clé pour avoir accès. Chicharito, toi, comme je le disais tout à l'heure avec CPO, on a l'impression que c'est justement la chose de quelqu'un et non la chose commune. Est-ce que c'est le même sentiment que tu as au vu de ce que je viens de dire? Mais ce n'est même pas au vu de ce que tu dis. Je pense que c'est au vu de comment l'Assemblée nationale a fonctionné pendant de nombreuses années. Je veux dire que je pense que ce n'est même pas un secret de polichinelle de le dire. Tout le monde sait que c'est ça, c'était sa chose personnelle. Et je pense que Sepiro a donné suffisamment d'arguments en allant dans ce sens-là. Et voilà, je pense que je n'ai même plus rien à rajouter hein, par rapport à tout ce qui a été dit par Sepiro. Voilà, ouais, je sais que je connais quelqu'un qui va forcément rajouter quelque chose. Joe, et là, je ne veux pas dire que c'est le sommet, mais on a observé, je pense, c'est 2 jours, c'est mercredi, le président de la République a signé un décret, c'est le 18 mars en tout cas, de mémoire, je pense le 18 mars, le 23 mars, pardon. Le président de la République a signé un décret faisant la prorogation du mandat des députés qui sont là actuellement jusqu'en décembre 2026. Déjà, j'aimerais savoir ce que tu en penses avant de passer la parole à MT après. Olivier, C'est à moi qu'on a posé la question ou bien à Joe? oui, oui, non, À c'est à moi. toi, Olivier. J'ai voulu dire Olivier, je pense que Ah, c'est Olivier que d'accord. j'ai en tête, mais j'ai dit tout. Non, c'est toi, Olivier, pardon. Je voulais dire Olivier, c'est Olivier que Rappelle-moi je encore voulais la dire. fin de ta question. Je dis Rappelle-moi ceci. encore la fin de ta Il y question, a- la prorogation du je mandat dis des députés. la prorogation des mandats des députés pour décembre 2026. Et je demande qu'est-ce que tu en penses. Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà? J'ai une autre question juste après. Bon, déjà, comment je peux dire, comment je vais appeler ça même, L'année toutes électorale? les élections, l'année électorale était tellement serrée entre 2025 et 2026, disons ça, mais plutôt 2025, il y avait la majeure partie des élections qui étaient là, et puis il fallait faire les sénatoriales et puis les élections à l'Assemblée nationale pour les députés. Je pense que c'est peut-être une certaine respiration qui est en train d'être faite. Et c'est pas seulement pour les députés du RDPC, qui est le parti majoritaire, mais c'est pour tous les députés. Quand on sait qu'en démocratie, c'est la majorité qui gagne. Et puis, on va seulement prendre ça de cette manière. Mais c'est un cri, par exemple, à la préparation d'un tsunami qui va arriver. On va peut-être modifier la constitution, comme Joe le disait dans son entame.
Là, je ne sais pas, mais on attend voir ce qui va arriver. Et je pense que on devrait communiquer davantage sur les motifs. Parce que lorsque dans d'autres pays, lorsqu'il y a un décret pareil, on donne le pourquoi et le pourquoi on le fait pour pouvoir rassurer les populations. Et je pense que le gouvernement et le parti au pouvoir devraient emboîter ce pas, informer les Camerounais pour que les Camerounais soient instruits sur comment gérer leur pays et qu'il n'y ait plus cette opacité, parce que là, ça nous laisse en haleine. On est en train de spéculer sur ci ou ça, et puis on attend voir. Même moi-même, je ne peux répondre à ce qui va arriver. Donc, soyons juste patients et voyons ce que les fruits qui vont sortir de l'arbre. D'accord. Alors, avant de voir ces fruits-là, juste comme ça, dernière question pour toi aussi, c'est pour clore avec ce sujet. Est-ce que on ne devrait pas ouvrir plutôt le débat et demander à ce qu'il y ait des élections pour les députés? On a vu tous les députés, pratiquement tous les députés qui étaient de l'opposition, qui ont dit ils ne veulent pas d'une prorogation de leur propre mandat parce qu'ils disent qu'il serait temps de réouvrir les débats, de permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. C'est pire parce que ce n'était pas le bon moment. Est-ce que tu trouves aussi justifier cette manière de faire du chef de l'État? CWK, lorsqu'on s'appuie sur les lois camerounaises, le président, il est en droit de la loi camerounaise. C'est-à-dire qu'un député, il est élu pour 5 ans et son mandat est renouvelable une fois. On n'a pas dit 2, 3, c'est une fois, pour autant de fois. Donc, il est dans son bon droit. Donc, maintenant, nous, Camerounais, on aurait souhaité qu'il y ait élection puisque leur mandat est échu. Et d'après déjà, qu'ils fassent un bilan de 5 ans qu'ils ont eu et qu'on voit comment on continue. Ils vont faire 10 ans. Ils feront le mandat de quoi ils vont faire peut-être, ils peuvent faire 6, 7 ans. Parce que là on a réparti sur 6 ans. Peut-être qu'ils feront 7 ans, voire 8, on ne sait pas. Maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas de l'opposition. Aucun ne se plaint vraiment. Puisque lorsqu'il y a eu la nomination, peut-être de nouveaux PAN, tout cela, il y a des gens qui ont été nommés questeurs, et je ne sais pas trop, ils occupent des postes, des autres fonctions, même si les députés, personne n'a démissionné. Un député, ça démissionne. Un député peut dire non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, moi je démissionne. C'est pour marquer son mécontentement ou son non-alignement, mais personne n'a démissionné. Un monsieur comme Cabral Dibi, il est bien assis. Je pense qu'il est questeur ou secrétaire d'une commission. On ne sait pas comment il était voté, parce que là-bas, il n'a pas la majorité parlementaire. Comment est-ce qu'il arrive à être secrétaire dans une chambre qui est occupée par le parti au pouvoir? Vous pouvez questionner à Joshua Oshi, qui n'a pas 10 députés. Comment est-ce qu'il fait pour être questeur de l'Assemblée nationale sans avoir 10 députés? Ça veut dire que tous sont dans des ententes qui ne sont pas sur les médias, nous essayer de nous égarer. C'est aussi l'honorable Nietzsche quand même. Oui, tous, monsieur, je vous dis tous. Ils sont généralement dans des commissions. Hein. J'ai bien dit l'opposition, monsieur, donc je dis tous. Je ne protège aucun d'eux. J'ai bien dit l'opposition. Je cite ceux qui occupent les plus grands postes, secrétaires et questeurs. Je ne sais peut-être la commission peut-être des droits de l'homme, je ne sais pas, mais. Oui, on t'écoute, Sepiro. Je pense que Sepiro doit avoir... Ah oui. D'accord, on te suit, Sepiro, vas-y. Donc, comme je disais, ils peuvent... Tu as dit qu'ils touchaient des médias. Ok, je dis donc, ils peuvent tout simplement démissionner pour marquer le mécontentement vis-à-vis de cette prorogation. S'ils ne démissionnent pas, qu'ils continuent à l'Assemblée chaque fois, voter les lois, peut-être voter la Constitution qui sera changée demain, qui ne vient pas nous dire qu'ils étaient contre. Ils sont quand même là. Donc, qu'ils assument le fait d'être là et d'avoir accepté que tout cela se passe en leur présence. C'est ce que je vais dire sur la question. Excuse-moi de rebondir. Voilà qui... Non, pardon, excuse-moi. Donne-moi juste une minute pour rebondir rapidement, s'il te plaît. Parce que Olivier a dit, par exemple, que j'ai noté, hein, il a dit que c'était une bonne chose pour les partis de l'opposition. J'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où, comme Sepiro l'a dit, certains conservent leur poste, d'autres continuent à affûter leurs armes pour les prochaines séances, mais non dans le sens où, et ça rejoint un peu aussi la phrase, le propos de Sepiro, qui disait que le président est dans son bon droit. Donc non aussi dans le sens où le président décide de cela tout seul.
dans une vraie démocratie, lorsque le jeu démocratique est ouvert, on prend de telles décisions avec le concours ou en discussion avec les partis de l'opposition, ou tout de même se représenter à minima à l'Assemblée nationale. On les convoque, on discute et ensemble, d'un commun accord, on prend la décision de prorogation des mandats. Donc, c'est juste ces petites nuances-là que je voulais rajouter. Merci. D'accord. Merci à toi, Je suis pas trop d'accord. Hein. Oui, ça, c'est ça, je te jure que je m'en doutais. Je m'en doutais. Et ok, on m'a dit peut-être Moi, je en suis 30 pas trop secondes alors d'accord. que l'on puisse passer à autre chose, Olivier. Très rapidement, s'il te Oui, plaît. c'est pire. Quand je salue l'intervention de Sepiro, le président est dans son bon droit. C'est le président qui convoque les élections. C'est lui qui peut. Quand on dit que c'est toi qui convoques les élections, ce n'est pas avec. C'est son droit. C'est son droit. Et on voit dans d'autres pays, par exemple des pays en état d'urgence, en état de guerre, en état de siège, comme par exemple en Ukraine. Laissez-moi un peu aller du côté de l'Europe, où on a le président Volodymyr Zelensky doit normalement convoquer les élections depuis peut-être l'année passée ou bien l'année surpassée, si je ne me trompe pas. Mais il ne l'a pas encore fait parce que il ne juge pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas le président ne va pas aller convoquer un conclave pour pouvoir juger s'il va convoquer les élections et ceci. Il y a juste un calendrier et le président s'arrive à respecter peut-être ce calendrier-là. Mais là, maintenant qu'il y a eu un mouvement et il est dans son droit de dire que les élections vont se passer peut-être en décembre et c'est valable pour tous les partis d'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, les autres partis politiques. Donc, c'est ça que je voulais apporter comme éclairci. Non, non, restons un peu là. D'accord. Faisons une minute de débat, pardon, excuse-moi. Faisons une Non, minute de débat. on va, Ou bien tu voulais changer de sujet. On doit Parce que débattre, on doit débattre, on doit débattre, non, on on va doit changer débattre, le sujet, mais tu peux encore, on tu peux doit bon, ok, encore débattre. parler dessus. je prends 15 secondes. Olivier va prendre 15 secondes. Olivier, je ne suis pas d'accord. Tu prends le cas, par exemple, de l'Ukraine, où on parle de quelque chose d'exceptionnel. Au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a d'événements exceptionnels qui demandent au président de prendre une telle mesure? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je t'ai pas dit que j'ai bien dit que je sais qu'il est dans son droit, mais dans une république démocratique comme on l'entend, le président ne prend pas une telle décision seul. Il le prend d'un commun accord avec les forces vives de l'opposition. J'ai cité seulement ceux représentés même à l'Assemblée. Ils peuvent discuter ensemble et prendre d'un commun accord cette décision. Sinon, tu vois bien que c'est le président qui détient le calendrier électoral. Dans une vraie démocratie, ça aussi, ça ne se fait pas. Or, au Cameroun, c'est son droit, je suis d'accord. Mais dans une vraie démocratie, ça ne se fait pas. Parce qu'il est le seul à connaître quand est-ce qu'il peut déclencher les élections. Les autres sont toujours ne sont jamais au courant de cette information. C'est ça que je voulais dire. Olivier, utilise tes 30 secondes aussi, s'il te plaît. Je conclue. Je vais encore dire ici que le président est dans son bon droit et c'est lui qui détient le calendrier électoral. Toi-même, tu l'as dit. Et c'est lui qui convoque les élections. Il n'y a pas un mécanisme qui fait en sorte que il va pour convoquer une élection, il va aller consulter, il va faire des consultations. Non, il ne fait aucune consultation. C'est son droit, c'est son veto là-bas. Comme il peut décréter l'état d'urgence, l'état d'exception, c'est son veto. Alors, on voudrait savoir, j'ai dit dans mon propos dès le départ que on voudrait peut-être comprendre pourquoi il a fait, quelle est la raison pour laquelle. C'est La ça. motivation, la motivation. Les Oui, motifs. la motivation, c'est ça. Oui, les motifs de ce report des élections là, alors qu'on les attendait il y a de cela quelques temps. Donc, c'est peut-être ça que je demande que le gouvernement puisse corriger et instruire les Camerounais à suivre la politique de leur pays. On sait que c'est pour ça que D'accord. le président a dit que, voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, je vais apporter quelques éléments de réponse, juste comme ça. Des discussions qui ont été faites en session au niveau du Parlement. Il y a eu tout récemment
les différents députés, voilà, les différents députés de l'opposition étaient clairement contre et ils ont demandé aux députés du RDPC d'apporter les arguments. Et je me rappelle bien qu'il y a le député de, j'oublie le département, mais je me rappelle bien ce député-là, celui qui est le président de la Chambre du Parlement africain. Son nom ne me revient pas. Donc, en fait, c'est lui qui a, je pense, c'est Eken Christophe, si j'ai bonne mémoire. C'est lui qui a demandé, qui a dit que c'est parce que la plupart des bureaux de l'ECAM n'étaient pas prêts à réorganiser des élections, certains ayant été détruits, et qu'il fallait le temps de construire, le temps d'archiver. Il y a le député Nietzsche qui a dit clairement que c'était faux, et Koupit Adamou également dit que c'était faux, pour la simple raison que si la plupart des bâtiments de l'ECAM ne sont pas des constructions de l'ECAM, mais sont plutôt loués, on pouvait simplement délocaliser les bureaux et aller louer ailleurs. Donc, ils ont dit que c'était un non-argument. Et voilà en gros ce qu'ils ont dit, et avant que la prorogation ne soit même faite par le chef de l'État. Donc, c'est juste pour éclaircir pour certains points. Bon, ça ne répond pas forcément à toutes les questions, mais ça donne une idée des raisons pour lesquelles il pourrait avoir eu un report. Ces arguments ne sont pas du chef de l'État, mais sont des arguments de son camp, du RDPC, à quelques députés des partis de l'opposition. Donc, on va parler d'autre chose avec votre permission. Mesdames et messieurs, vous écoutez toujours 237 Stories, c'est le podcast. Vous êtes sur Spotify ou encore sur Deezer, ou tout récemment, vous nous suivez sur YouTube. Voilà. On espère que vous prenez plaisir et que le deuxième sujet ne va pas vous faire peur. Vous fait peur, pourquoi? Parce que actuellement, le Cameroun fait peur. De janvier à mars 2026, on compte plus de 22 femmes qui ont été assassinées, femmes et enfants qui ont été assassinés, violés. On ne parle plus seulement de féminicide, on parle aussi d'enlèvement, on parle de femmes décapitées. Et c'est la grande horreur quand on sait que votre enfant peut sortir et ne plus rentrer, quand on sait que votre femme peut aller au travail et ne plus jamais rentrer. On est en droit d'avoir peur. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait autant de montées de violence? Qu'est-ce qui peut expliquer que tout récemment, avec la condamnation encore de Dagobert Noafo qui avait assassiné froidement le bébé Mathis, qui a fait un scandale national et international, qu'il y ait une condamnation, mais une condamnation à mort, ce qui était très longtemps, on n'avait plus vu ça au Cameroun, mais que malgré tout cela, on ait toujours des cas d'enlèvement, de meurtre. Il y a une femme avec nous sur le plateau et ça tombe bien. C'est l'occasion de poser la question à MT, de savoir qu'est-ce que tu penses de tous ces événements malheureux, il faut le dire, ces événements malheureux qui sont en train d'arriver au Cameroun. Je dois avouer que c'est très inquiétant, honnêtement. Dernièrement, je suivais un débat où une femme a pris la parole. Je ne me souviens plus très bien de qui c'était, mais elle disait que le taux de violence augmente. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est pas accentuée chez le garçon. Donc, dans le foyer, on éduque les femmes, tu dois bien préparer, tu dois bien te tenir, tu dois respecter ton mari, tu dois être soumise. Mais on ne prend pas la peine de dire à l'homme, oui, tu dois respecter ta femme, tu ne dois pas frapper sur elle, tu dois l'honorer, tu dois. Donc, je crois que le déclic part justement du foyer. Et avec les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, c'est facile que les mœurs soient détournées et tout ça. Donc, vraiment, je crois que cette montée en puissance de violence conjugale et sociale, c'est dû à ça en partie. Et quand on observe justement en fait, en tant que femme, est-ce qu'on se dit en ce moment-ci, vous en tout cas en tant que femme, est-ce que, je dis vous, bon, c'est pour dire vous l'ensemble des femmes, est-ce que vous vous dites en tant que femme chaque fois qu'on se croise, je dois rentrer tôt,
il faut que je me mette en sécurité très vite. Est-ce qu'on a peur de sortir, en fait, quand on est une femme et qu'on voit l'actualité qui fait peur? Euh, pour ma part, je suis apeurée, je ne sais même plus comment dire ça. C'est-à-dire quand un homme me fait des avances, je me dis que si je refuse, il va peut-être devenir violent et tenter quelque chose, une embuscade où il va essayer de me faire du mal. Donc, parfois, même si je ne veux pas donner mon numéro, je donne quand même, même si je dois bloquer, juste pour échapper à la personne à l'instant T. Donc, vraiment, Mhm. c'est stressant, c'est frustrant, c'est un peu... Donc, Est-ce que ça veut dire que vous, les femmes, en fait, pas seulement les femmes, parce qu'on se dit, il y a des associations qui aident les femmes pour qu'elles soient dans les bonnes conditions, qu'elles puissent savoir comment s'en sortir, peut-être si c'est un cas de viol. Là, on comprend encore. Il y a un accompagnement psychologique qui peut être fait, mais quand on est dans un taxi, qu'on n'est pas sûr de rentrer. Toi, par exemple, quand il advient que tu sois peut-être dans un taxi, que tu sens peut-être que, ou bien sur à bord d'une moto, et que tu sens que là, ça sent un peu le roussi, quelle est l'attitude que tu adoptes? Peut-être ça pourrait aider d'autres femmes à éviter certains problèmes. Et enfin, j'aimerais savoir aussi, là, je te pose une question deux en une. Enfin, j'aimerais savoir aussi ce que tu as eu, quand tu as, en fait, comment tu t'es senti quand on a lu le verdict de l'affaire sur le bébé Matisse. bon, pour le premier volet de ta question, je dois avouer que généralement, comment dire, agressent des femmes, c'est parfois des déséquilibrés mentaux. Et ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise non. Donc, si on a une personne qui nous fait des avances dans un taxi et qu'on est vraiment prise en sandwich, c'est mieux de coopérer et de, comme on dit au quartier, vendre le rêve à la personne, dire oui, tu es un très bel homme et d'ailleurs, on va bien s'entendre, le temps de sortir de la D'être en situation sécurité. délicate. Oui. Parce que certaines femmes font souvent l'erreur de dire, ah, pardon, dégage devant moi, je peux pas sortir avec toi et tout, fous-moi le camp. Et ça attise la colère du bourreau, du futur, du potentiel bourreau qui est en face. Donc, je crois que c'est mieux de coopérer et de vendre le rêve à la personne. On fait semblant d'abord et être en sécurité avant de Oui, s'échapper. exactement. D'accord. Maintenant, Et enfin, sur le bébé Matisse, le euh, je, verdict. je, je suis maman. Et donc, quand l'histoire était sortie, j'étais horrifiée par, pardonnez-moi, je suis encore émue jusqu'aujourd'hui. Ah, ça se comprend. Mais le verdict, je me dis que c'est bien trop facile. C'est bien trop facile de l'abattre comme ça. Et qui va payer l'amende des 500 millions, les dommages, intérêts et tout ça? Je me dis que c'est Hmm. bien trop facile. Mais Et tu es quand même finalement, d'accord avec le verdict. Il faut, pour ce qui est du verdict, ça ne te dire, c'est OK d'abord. On va gérer le reste après. oui, c'est OK d'abord pour un premier temps. D'accord. On va poser aussi la même question à toi, Ticharito. Et justement, on aurait pu parler seulement du cas du bébé Matisse, mais c'est tellement, je vais dire, c'est un cas parmi tellement d'autres. On a, hier encore, la gendarmerie annonçait avoir attrapé les deux assassins, présumés assassins, jusqu'à ce que la justice fasse son travail, qui auraient décapité carrément une dame et qui se seraient réfugiés du côté de Bafoussam. On a attrapé les deux, ils sont revenus sur les lieux de l'assassinat. Et même s'ils n'ont pas encore avoué leur crime, néanmoins, on a peur devant cette montée de la violence. Mais est-ce que tu penses que la peine capitale pour dissuader certains, ou bien est-ce qu'on devrait l'appliquer vraiment, Chicharito? Oui, merci Sodweka. Comment je vais te répondre? C'est un peu comme tout ce que nous avons mis en place pour lutter contre la corruption. Est-ce que tu as réellement le sentiment que la corruption a baissé? Anif,
Consupé, CONAC, et j'en passe. Est-ce que tu as réellement le sentiment que tous ces organismes de répression ont aidé à faire baisser la corruption? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que nous Exactement. savons, pourquoi? Parce que nous savons tous et nous voyons par la face. Nous savons que notre véritable problème, c'est la justice. Si on était réellement parce que là, on a sorti l'affaire Bébé Matisse. On va dire, on se réjouit en partie de la décision. Mais j'ai envie de dire, avant l'affaire Bébé Matisse, il y a eu d'autres affaires. Après l'affaire Bébé Matisse, il y a également eu d'autres affaires. Le problème de notre pays, c'est que la justice ne répond pas fermement et ne répond pas promptement à certaines actions. Vous êtes sans ignorer que, il y a une de nos petites sœurs qui a été assassinée récemment par le père de son camarade de classe. Bon, Exactement. La petite Divine cette Baga. affaire, cette affaire ne fait pas le même bruit que l'affaire Matisse, mais c'est tout autant, C'est comment on appelle scandaleux. ça? C'est tout autant Scandaleux. crapuleux. C'est scandaleux, tout à fait. Mais ça ne fait pas, ça n'a pas la même couverture médiatique. Or, vous voyez donc que comme ça n'a pas la même couverture médiatique, et vu notre contexte judiciaire, il se pourrait que, j'ai bien dit il se pourrait, je n'affirme pas, il se pourrait que ces criminels peut-être s'en sortent. Avant ça, vous avez eu un sous-préfet qui avait assassiné j'ai envie de dire sa femme ou sa compagne ancienne. Nous savons tous que il a été condamné, je crois, à 1 an de prison et je ne sais pas à quelle amende. Et c'est fini comme ça. Vous vous rappelez d'une autre affaire ici que nous avons même débattu ici à 236 Story, où un homme a tué sa femme et a écopé de 30 000 francs d'amende. Des bizarreries comme ça. La justice camerounaise ne nous aide pas, malheureusement. Parce que si elle frappait fort et bien, elle nous aurait aidé dans un premier temps à peut-être dissuader les autres. Et ensuite, une vraie politique de répression, j'ai envie de dire. Vous avez vu les manifestations post-électorales. Vous avez vu le contingent des forces de maintien de l'ordre qui étaient dans la rue. Moi, le récit de MT où elle dit que quand elle est dans un taxi et qu'on la drague, elle se sent obligée de donner son numéro, moi, me sidère. Or, vous avez nos services de renseignement qui passent le temps à traquer les opposants politiques et tous ceux qui ne disent pas du bien du, du parti au pouvoir, alors que leur rôle, leur premier rôle, c'est d'abord de défendre les citoyens. Donc, vous voyez que moi, je mets donc en perspective, je lève donc le voile plutôt sur notre système judiciaire de manière générale, qui pour moi est défaillant. Et tout à l'heure, on a également parlé tu as essentiellement parlé des enfants et des femmes, mais j'ai aussi envie de te dire qu'il y a les hommes. N'oublions pas que le 8 mars, il y a un homme qui a été assassiné par son épouse. Donc, Bon, ouais, on va pas faire l'échelle des c'est pour ça assassinats que je pour voulais voir quel dire est le que plus dangereux. c'est juste que tu m'as coupé. Ce que je voulais donc dire par la suite, c'est qu'il faut que nous fassions plutôt le procès de... Il faut que nous fassions plutôt le procès de manière générale de toutes les victimes. Donc, sans distinction, que ce soit les hommes, les femmes, de manière générale, condamnons comment on avait dit ça, l'ensauvagement de notre société, tout simplement. Et on va condamner justement cet ensauvagement-là avec une autre personne. Une autre question, juste à toi, c'est Pierrot. Il a fait bien de parler déjà de la petite Divine Baga. Tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on voit quand même en bas des commentaires de certaines personnes qui sont là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la société camerounaise? Il y a carrément des gens qui disent, qui essaient de justifier la raison pour laquelle on aurait violé une petite fille de 11 ans jusqu'à ce que mort s'ensuive, en disant, le papa en question, elle faisait quoi là-bas? Est-ce qu'elle avait le droit d'être là-bas en ce moment-là? Le papa en question a retiré son camp. Les Camerounais vont comprendre ce que je dis. Bon, et le pire dans tout ceci, c'est que tout récemment, je crois autour de 16 par là aujourd'hui, il y a Griot qui est très connu pour défendre les droits des femmes et des enfants sur la toile. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle expliquait comment l'assassinat s'est passé et apparemment,
ce sont même les enfants du présumé assassin qui faisaient le guet. Il y a l'un des enfants qui faisait le guet et qui, juste après qu'il ait fini sa basse besogne, ont porté le corps encore inerte de l'enfant pour aller le déposer dans la maison qui était inhabitée. C'est Pierrot, quelle est justement la place, en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre que même des enfants puissent trouver naturel, je vais dire comme ça, ou plutôt normal, que l'on puisse assassiner une de leurs camarades sans que ça les émeuve. CWK, avant de rentrer dans ce sujet, je vais d'abord dire toute ma compassion à toutes les familles qui vivent sur leur quotidien. Là, nous parlons beaucoup des faits qui sont relayés sur les réseaux sociaux, dans les médias. Mais je peux vous rassurer que dans l'arrière-pays, c'est même encore pire. Donc, pour revenir au cas, quelle est la raison? C'est juste que notre tissu social a été complètement détruit. Notre système éducatif a pris un coup. Et c'est pour ça qu'on va toujours débattre de plusieurs, on reviendra toujours au rôle de l'État. Parce que c'est son rôle de former les citoyens qu'il veut avoir. Moi, je vais faire un petit sondage et permettez-moi de jouer un peu les devins. Je pense que parmi nous, la moyenne d'âge que nous avons, c'est peut-être 28, 29, voire 30 ans. La moyenne d'âge. Nous qui sommes sur ce panel. On est comme moi à 27 ans. Et nous avons connu un genre d'éducation que les jeunes aujourd'hui n'ont plus. Ceux qui ont 16 ans n'ont pas cette éducation. Alors, quand on avait ce qu'on appelait l'éducation à la citoyenneté, à la morale, on nous apprenait à connaître ce qu'est l'homme, la valeur de l'homme, le respect du monsieur que tu as en face de toi, de ton semblable. Donc, on apprenait ça. Mais aujourd'hui, ça a disparu des manuels scolaires. Ce qui fait qu'on a remplacé une bonne partie par les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ils appellent ce jeu à l'école. En fait, je ne m'intéresse plus beaucoup. Mais en tuant l'éducation de l'homme, en détruisant le tissu familial, par exemple, en faisant monter beaucoup la femme. Moi, je vais vous dire, désolé s'il y a les féministes ou les gens qui ont, en faisant monter beaucoup la femme dans la société, en essayant de la ramener au niveau de l'homme, en faisant que l'homme perde beaucoup de son pouvoir, puisque l'homme aussi, il était sécurité avant, hein, l'homme était sécurité de la maison. Lorsqu'il perd ce pouvoir-là, peut-être, ou le partage de la femme, lui, il baisse aussi les mains quelque part. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre société, il est difficile à un homme de parler à un autre, un enfant de notre homme, et de se fait écouter. On ne parle plus. Le contexte très difficile que nous traversons fait que les parents, quelque part, ont aussi abandonné. Ils sont en train de courir partout pour sécuriser leur domicile, éduquer leurs enfants, leur donner de quoi manger. Toute la journée, lorsque les parents sont dehors, la mère d'un côté, le père de l'autre, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont exposés à tous les fléaux. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est tellement devenu facile de voir des jeunes de 14 ans, on vous dit qu'ils ont un jeune de 14 ans à tuer. Justement, comment ça, 14 ans? Toi qui as aujourd'hui 30 ans, comment ça, 14 ans? Tu pensais pour au crime, tu pensais que tu le matin, aller jouer, rentrer, te coucher, dormir, manger, dormir, puis aller à l'école. Mais aujourd'hui, ils pensent au crime. Donc, c'est la décision de notre tissu social, notre système éducatif, dans son ensemble, qui a permis qu'on se retrouve à de telles situations où nous sommes carrément ennuyés et nous sommes en train de perdre notre côté, notre empathie. On ne ressent plus. Souvent, je vous dis, il y a certains trucs que je regarde comme ça et je passe, avant, quand je regarde ça, moi, je donne un peu une journée, mais aujourd'hui, il y a certains crimes qui se passent. Bon, je vois, ça me trouve ce jour-là, moi, je vois ça, je passe. Oh, il y a d'aucuns qui me marquent tellement que moi, je regarde mes enfants. Quand ça, je ne peux pas projeter les crimes sur mes enfants ou sur ma famille, moi, je ne peux pas avoir mal. Mais quand je projette ça, je me dis, ça m'est arrivé, c'est là où j'ai mal. Donc, on a uniquement de perdre notre empathie, notre côté humain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on nous sommes exposés à tout ce que nous voulons dehors là, on ne respecte plus rien. D'accord, permets-moi de te relancer, Sepiro. Est-ce que tu penses que l'État peut faire quelque chose? Et juste après, je vais poser la prochaine question j'ai failli dire Joe. J'ai oublié que Joe est parti. Je vais poser la prochaine question à Olivier. En fait, comme je disais, l'État, c'est pas que l'État peut faire. L'État doit faire quelque chose et l'État a les instruments. L'État est doté de ce qu'on appelle l'impérium. C'est la force. L'État a la force légitime. Il doit réagir face à ce qui arrive à la population camerounaise. On dit souvent que le Cameroun a de très belles lois. Et ça, personne ne va discuter ce volet-là. Nous avons de très belles lois, mais nous pêchons au niveau de l'application. Je prends pour exemple, le Cameroun applique la peine de mort dans les cas de terrorisme, trahison, meurtre aggravé et crime contre l'État.
si l'État camerounais avait appliqué la peine de mort à ceux qui ont commis les crimes contre lui, par exemple, c'est-à-dire les paiements de deniers publics à plus de 50 millions, on n'aurait pas vu certains types de fortune se lever du jour au lendemain. Un monsieur est capable de payer 22 000 hectares. Construire un palais, un fonctionnaire qui est censé toucher 200 000, vous construire un palais, il a dit 20 voitures. Si l'État camerounais avait commencé à frapper... Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Et même qu'il est inquiété, il n'a pas une peine qui se rapproche En fait, moi je dis, il ne fallait pas une peine de prison. Pour moi, ça ne vaut rien. Puisqu'il va en prison, il vit bien. On devrait, si on avait coupé la tête au premier, ce second ne serait pas né. Donc moi, je pense que l'État, on doit oublier les conventions internationales qui sur le droit de l'homme qui nous empêchent d'appliquer la peine de mort. On doit un peu outrepasser ça parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants et de notre avenir, de l'avenir de notre pays. L'État doit revenir à ses fondamentaux, quitte à perdre des financements des organisations internationales qui nous disent qu'il faut respecter les droits de l'homme et qui ne respectent pas toujours les droits de l'homme parce qu'actuellement, ils sont en train de faire des guerres partout. Donc, on doit rentrer à nos fondamentaux et appliquer la peine de mort telle qu'elle est dans le code pénal, puisqu'elle n'a pas été abrogée. L'article est toujours là, dans le code. Il suffit qu'on l'applique. Et je ne vous mens pas, si on, par exemple, à mettre 3, 4 personnes, on les fusille, parce qu'on les fusille en public. Si on fusille 5 personnes de côté, je m'en pas, il y aura plus de cas de meurtre à Dakar, tout juste en bas là. Donc, on doit revenir aux fondamentaux. Ce qu'on avait pensé. D'accord. On doit revenir à ça. Merci. D'accord, c'est Pierrot, merci à toi. Alors, Olivier, est-ce que tu penses que quand il y a la recrudescence justement des cas comme ça, malgré les interpellations, est-ce que c'est parce que l'État est en train de faillir? Est-ce que l'État ne fait plus son travail? Merci CWK. Vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement. Merci Très bien, CWK. Olivier. Et depuis que ce sujet a été énoncé, les uns et les autres ont pris la parole, je suis un peu attristé parce que on ne va pas accuser l'État à 100%. Certes, l'État a son rôle à jouer dans l'éducation de sa population. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que nous sommes posés sur, comme c'est Pierre le disait tout à l'heure, nous sommes tenus, nous sommes tenus par les organisations internationales qui nous apportent les faits de qui viennent transposer les faits de leur société sur les nôtres. Alors que les valeurs africaines, les mœurs africaines, les mœurs du Cameroun voudraient que l'homme soit le bienveillant de la famille, l'homme soit l'ami, le bon voisinage existe chez nous. Quand on voit ces gens qui disent qu'ils respectent les droits de l'homme et qui font des colonisations partout et si bien que lorsque un voisin a une altercation avec un autre voisin, c'est un crime qui s'ensuit. Mais nous ici au Cameroun, c'est pas ça. Et puis c'est pire, on le disait ici, la moyenne d'âge ici c'est dans la trentaine et puis tout ça. Nous on a grandi dans un espace ouvert. Et quand on grandissait dans cet espace ouvert, les gens qui nous protégeaient même, c'était les voisins. C'était les voisins. Ça veut dire que lorsque l'enfant commençait à pleurer, ça veut dire que tout le voisinage accourait pour venir Chercher la raison pour laquelle l'enfant pleure. Oui, regardez c'est que la raison pourquoi l'enfant pleure. Et si bien même quand toi, parent personnel de l'enfant, tu maltraitais ton enfant, les voisins s'élevaient contre toi et puis tu étais dénoncé. Et puis, on était des enfants aussi que lorsque un grand frère au quartier nous envoie ou bien un parent d'une autre maison nous envoie, on court comme si c'était notre parent. Donc, il n'y avait vraiment pas de différence. Mais maintenant, les mœurs ont changé. On a montré aux enfants qu'on ne pouvait plus faire l'éducation par le fouet, par exemple. Tu ne pouvais plus dire à ton enfant que, bon, ici, tu ne fais pas ça, l'enfant va s'élever contre toi. On a vu des élèves qui ont pratiquement pris la vie de leur professeur. On a vu des élèves qui se sont levés parce qu'on les a punis. On a vu des élèves. Et vous voyez un peu avant, il n'y avait pas ce phénomène de drogue et puis tout ça dans les établissements. Tout commence par là.
c'est là où je salue aussi l'intervention de MT, parce que tout commence par l'éducation. Et lorsque l'éducation est déjà faussée, parce que cette génération qui est montante là, elle me fait peur à moi-même. Lorsque je marche, ce ne sont pas des vieillards qui sont en train d'agresser, mais ce sont des enfants qui ont des couteaux, des machettes et puis tout ça. Comment on fait alors? Et puis, si je veux revenir dans le cas particulier de ces meurtres qui ont été des infanticides et des féminicides qui se produisent ça et là déjà un peu trop dans notre pays, on doit appliquer, pour moi, on doit appliquer la peine de mort. La peine de mort doit être appliquée de manière sans état d'âme. Ça veut dire que tu as fait aujourd'hui, lorsque ta sentence est tombée, on n'attend pas un mois, on te place là au poteau et basta. Mais je voudrais aussi parler du revers de la chose, parce que il faudrait que les enquêtes soient bien menées, parce que des innocents pourraient aussi tomber sous le joug de la condamnation, quand on sait que ici au Cameroun, il y en a beaucoup d'innocents qui sont en prison parce que tu n'es pas le fils de tel, parce que c'est le fils de tel qui a porté, qui t'a jeté en prison sans même qu'il y ait une enquête, sans même qu'il y ait quelque chose. Mais je pense que dans le passé, le président Aïdjo appliquait ce genre de sentence. Tu faisais, on te faisait ça là, et puis on passe. Ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas beaucoup de mal, de vandalisme et tout ça comme là maintenant. C'est vraiment affreux de savoir Ouais. que tu as ton enfant et puis un voisin arrache la vie à ton enfant. Et ton enfant est en train de pleurer le martyr. Imagine-toi en train de penser ton enfant en train de crier au secours. Aidez-moi, comme j'ai vu la vidéo de Griot, où l'enfant disait au secours, aidez-moi. Et les voisins ne sont pas sortis. Mais pour venir témoigner, on dit que non, on a entendu un enfant en train de crier, mais les voisins devaient sortir. Peut-être qu'on aurait pu sauver cet enfant. Et puis, celui-là, celui qui est le présumé coupable, violeur, il est, il n'y a pas de médiatisation, on ne l'affiche pas. On devrait afficher ce genre de personnes et puis savoir qui c'est. Et puis l'enlever de la société. Moi, je suis vraiment écœuré, je vous assure. Et puis, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment, ça me ronge à l'intérieur de moi, vraiment. D'accord, on va clôturer avec ce sujet-là, passant la parole à MT, c'est elle qui a ouvert le sujet tout à l'heure. Alors, MT, quel est Moi selon aussi, j'ai toi des choses à dire. D'accord, Olivier, on reviendra alors vers toi. On va alors commencer par MT peut-être. MT, quelles est, d'après toi, les solutions qui peuvent, enfin, en tant que femme surtout, les solutions qui peuvent te permettre de te sentir en sécurité et aux autres femmes aussi. Et qu'est-ce que pourrait faire l'État pour que vous, les femmes, vous vous sentiez à l'aise et que peut-être les féminicides baissent? Le micro MT, il faudrait l'ouvrir. Je pense que MTA a des problèmes de Alors, connexion. Hein. si tu arrêtes, on va revenir vers toi d'abord. Alors, tu as justement beaucoup à Il n'y nous a pas de dire souci. avant qu'on ne clôture le dernier sujet. J'ai noté beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai noté, mais globalement, je vois par exemple que Oui, c'est pire, c'est quand même aussi pas mal. Et Olivier sont appesantis beaucoup sur la communauté internationale. Effectivement, les amis, quand la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Vous ne pouvez pas oui, recevoir tant des financements de la communauté internationale et demain leur dit que on s'en fout, on fait ce que nous voulons par rapport à nos textes, par rapport à nos lois. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez faire ça, commençons par se comporter comme les pays de l'AES. Reprenons-nous en main et à ce moment-là, nous pourrons appliquer indépendamment nos différentes lois. Donc là, c'est ce que je voulais déjà dire dans un premier temps. Ensuite, Olivier a bien fait de nuancer lorsque vous avez parlé de la peine de mort. Il faut pas, parce que si on applique aussi ça comme ça, j'ai envie de dire que beaucoup d'innocents, malheureusement, passeront aussi à la trappe. Dans ce moment-là, je dirais peut-être oui, Olivier, pour des flagrants délits. Mhm.
Mais dans ce cas, il faut aussi que ce soit appliqué sur même des crimes économiques. L'affaire Mais Glencore, pour moi, c'est une affaire bien sûr, parce que criminelle. ce ne serait pas seulement au niveau. Les crimes économiques Ah ben aussi oui, causent ah ben beaucoup plus de oui, morts, nous parce que avons des... si vous détournez Exactement. l'argent pour la construction d'une Ah route, ben oui, il y a une hécatombe après, ben, c'est un exactement. crime. Donc, nous avons aussi des criminels en col blanc. Si tu dois être d'accord pour qu'il y ait cette peine-là sur les petits criminels, je souhaite que tu sois également d'accord avec moi pour qu'on l'applique sur les criminels en col blanc. À ce moment-là, peut-être que on reverra comment on peut faire. La peine peut Je être pense que c'est même commuée là-bas qu'on doit même commencer. C'est même là-bas ou qu'on alors doit même commencer. Ici, c'est fort. c'est c'est ce que la Chine fait, par exemple. C'est l'une des rares Mais fois où je vois Olivier et Chichari doivent être d'accord sur un sujet. bon, il ne faut pas désespérer, c'est WK. Donc, voilà un peu ce que. Bon, après, pour l'affaire de Griotte, bon, si vraiment cette version-là est avérée, ça veut dire que tous les voisins doivent être interpellés pour non-assistance, Il y pas a à une certains qui ont été personne. interpellés. Ah, mais oui, pas à une personne, mais à une enfant en danger. Ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'accepter ça. Entendre Ah des non, cris et ne pas faire signe. ce n'est pas possible. Tous les voisins doivent être interpellés. Là, surtout que derrière, il y a eu meurtre. Donc, on ne peut pas tolérer ça dans notre société. Mais j'ai envie un peu de dire, hein, les amis, est-ce que toutes ces violences que nous vivons, moi, je veux remonter un peu hein, à, à la crise dans le Nozo. Est-ce que ce n'est pas aussi ça que nous payons aujourd'hui? Nous avons vu énormément de sang couler dans ces régions. Ça ne nous émeut pas. C'est comme si on continuait à vivre notre vie paisiblement, que ce soit dans les différentes régions. Il y a eu le Nozo attaqué, il y a eu les régions du septentrion avec Boko Haram. Est-ce que ce n'est, et c'est pour là où je ne fais qu'appeler à l'État, hein, à Olivier, toi qui es dans le parti au pouvoir, est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire que c'est un peu de trop, vous allez vers d'autres partis de l'opposition, de la société civile, pour que nous trouvions ensemble les solutions? Parce que là, il ne s'agit pas seulement de votre Cameroun à vous tout seul, il s'agit de notre bien commun. Et là, on touche déjà à des choses, ça devient un peu, c'est trop, c'est exagéré. Et Dans contrairement à les ce que vous pays, disiez, attends un peu, Chini, dans et les contrairement pays à ce que vous sérieux, disiez, où vous parliez de la nouvelle génération, je suis désolé, c'est toute génération confondue. Le meurtre du dans les, bébé Mathis, dans- ça n'a rien à voir avec un jeune qui a grandi avec TikTok et consorts. C'est quelqu'un qui a suivi les cours civiques et ainsi de suite, comme tu l'as décrit, Sepiro à une certaine époque, mais qui parvient quand même à commettre ce genre d'actes. Les criminels économiques, c'est des gens qui ont suivi les cours sur l'éducation à la citoyenneté et tout ça. Donc, ce n'est pas une histoire de génération. C'est vraiment qu'il y a quelque euh, chose au sein de notre pays qui ne fonctionne plus. Et euh, il faut que collectivement, on essaye de trouver des solutions. il faudrait que Olivier. déranger mentalement pour pouvoir dire que c'est parce que ton père m'a provoqué que je suis venu te faire du mal. Ça veut dire que c'est une personne. Dans les pays occidentaux, on prend ce cas en charge. On t'amène dans une maison où on va te confier à un psychologue pour pouvoir gérer. C'est juste que ce n'est pas un phénomène assez répandu ici chez nous en Afrique. On peut voir quelqu'un qui est comme ça et puis c'est une pathologie. C'est une pathologie. La violence est une pathologie. Il y a aussi, on ne peut pas justifier un crime aussi odieux, mais il faudrait comprendre certains trucs. Est-ce qu'on ne devrait pas vérifier même au niveau des enfants du type s'il ne les viole pas? Parce qu'il a deux enfants, il ne vit pas Oui, avec leur c'est maman. c'est Donc, tout ça. il C'est faudrait tout ça. savoir Mais comme à force de violer les enfants, peut-être il ne les a pas traumatisés. Bref, il y a beaucoup de choses à suivre voilà, dans ce et sujet-là. puis, si je peux ajouter quelque chose. Aux dernières nouvelles, C'est pour sortir vraiment. oui, 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 c'est pour sortir. Il se pourrait que ce monsieur qui a violé tu connais son nom, CWK, la Divine petite, Baga. oui, la petite Divine Baga. divine, euh, il a, c'est lui qui élève ses enfants. Sa femme est partie pour cause de violence. Donc, ça veut dire que c'est un multirécidiviste et on devrait vraiment, moi je dis qu'on devrait appliquer la En tout peine cas, de il mort. faudrait qu'on mène une enquête complète et que l'on essaie de voir clairement du côté de cette famille-là
c'est que ce qui ne va pas. On gagnerait mieux à comprendre ce qui ne va pas là-bas. Alors, on va passer à autre chose, hein. On va parler du dernier sujet très rapidement parce qu'on a pratiquement épuisé notre temps pour cet épisode. Et on aimerait comprendre en sport ce qui se passe d'abord au niveau de la Confédération africaine de football. Il y a quelques semaines par là, le Sénégal remportait la finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Maroc. Eh bien, 2 mois après, et c'est un coup de tonnerre. Simplement, on ne reconnaît plus la victoire du Sénégal et la victoire serait donc attribuée sur tapis vert au Maroc. C'est Pierrot, toi qui es un grand sportif, de la même manière que Ticharito et tous ceux qui sont sur ce plateau, souvent des grands analystes. Est-ce que, on peut accepter que une victoire soit plutôt, au lieu d'être gagnée sur le terrain, elle soit acceptée par un simple mail? CWK, et il y a un président africain, le regretté, ou je pense Omar Bongo, qui disait: je ne peux pas organiser les élections pour les perdre. Vous voyez un peu. Je pense que le Maroc a appliqué ça à la lettre. Je ne peux pas faire la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, je dépense autant d'argent pour perdre. Seulement qu'il faut, à la fin de l'élection ou bien de la compétition, que l'arbitre, parce que c'est l'arbitre qui désigne le vainqueur d'une compétition, ce ne sont pas les autorités derrière. On dit que lors d'un match, il n'y a que l'arbitre qui est souverain. C'est lui qui siffle le début et la fin du match. Donc, dans le cas présent, je pense que les institutions africaines qui s'occupent du foot, tous ceux qui sont à la CAF, les différentes commissions, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Accorder cette victoire au Maroc sur tapis vert comme elles l'ont fait. Mais la réalité est que c'est le Sénégal qui a gagné. Il n'y a que l'arbitre qui désigne le vainqueur d'un match. Et s'il fait la fin, on sait qu'il est. L'arbitre aurait arrêté le match lorsque les joueurs sénégalais sont sortis du stade. On aurait compris que le Maroc a gagné sur tapis vert. Mais une victoire dans un match ne se décide pas derrière, surtout dans le football, c'est l'arbitre. Et tant qu'on n'a pas pris sa position en compte, je ne pense pas que le Maroc a perdu cette compétition. C'est juste symbolique le fait qu'on dise qu'ils ont gagné. Parce que souvenez-vous aussi que c'est un peu de diplomatie. Juste après, ils devaient organiser la CAN féminine, ils n'organisaient plus. Vous voyez que juste dès qu'ils ont gagné, ils reviennent sur leur décision d'organiser. Donc, je pense que c'est juste symbolique pour les faire organiser la Coupe d'Afrique féminine, puisqu'aucun pays autre n'a voulu prendre ça en compte. Donc, je pense qu'ils sont dans leur diplomatie et dans leur corruption habituelle. Là. Et c'est pour ça qu'ils veulent leur attribuer ça au Maroc. Sinon, nous, Africains qui ont vu le match, savons que c'est qui est vainqueur légitime de cette compétition. Mm-hmm. Alors, la même question aussi pour toi, hein, Ticharito. Une victoire sur tapis vert, est-ce que le Maroc mériterait même? Parce qu'on peut reconnaître que quelque part, s'il faut revenir sur les faits qui s'étaient déroulés sur le stade, le Sénégal n'avait pas le droit de sortir de l'aire de jeu. Mais le match a été rétabli, le match a été joué, tout a été confirmé par l'arbitre sur le terrain. Et c'est maintenant dans les bureaux qu'on a l'impression que ça se joue, avec tout ce qui a été fait en termes de plainte par la Fédération royale marocaine de football. Actuellement, l'affaire est au TAS. Est-ce que tu penses que le Sénégal peut avoir gain de cause? Bon, pour répondre à ta question, je dirais, j'espère que le Sénégal aura gain de cause. Mais ce qu'il faudrait quand même que je rajoute, c'est que il y avait d'abord eu une première décision de la CAF. Et la première décision de la CAF concernait les suspensions de matchs et notamment, si j'ai bonne mémoire sur l'entraîneur, ça concernait aussi des sanctions pécuniaires. Donc ça, c'était les premières sanctions. De mémoire, le Maroc avait fait appel. Oui, de mémoire, le Maroc avait fait appel parce qu'il estimait que ces sanctions étaient un peu trop clémentes. Donc, demandait que les sanctions soient revues plutôt à la hausse pour les Sénégalais et à la baisse pour les Marocains. Parce que dans la première sentence, les Marocains avaient aussi été sanctionnés. Et dans cet appel, si vous vous souvenez bien, le Sénégal n'avait pas fait appel. Le Sénégal avait jugé que, bon, nous sommes sanctionnés, nous acceptons les sanctions et
on continue. Et donc, curieusement, déjà le timing pose problème pour l'appel, mais ensuite, curieusement, on ne comprend pas par quelle alchimie. Normalement, quand tu statues sur un appel, tu statues par rapport à la décision précédente. On ne comprend donc pas comment la commission d'appel a fait pour ajouter le retrait du titre dans ses décisions, parce que normalement, ça ne faisait même pas partie de la première sentence. Donc ça, c'est une curiosité qu'on a retrouvée comment il dit ça, Dans dans cette l'appel. décision-là. Exactement, dans cette décision-là. Et comme je le soulevais aussi initialement, il y a aussi le timing qui pose problème. Parce que moi, par exemple, j'ai quand même des contacts avec certains Marocains et tout. Parmi eux, tout le monde avait même oublié ça. Personne ne savait même qu'il y avait un appel qui avait été fait par par la fédération marocaine. Donc, pour vous dire que la sanction a un peu surpris tout le monde. Vous imaginez Brahim Diaz qui venait de finir un match contre Manchester City, si mes souvenirs sont exacts. C'est même au cours du match. C'est au cours du match Voilà. qu'on lui annonce. Donc voilà, juste après le match, on lui dit non, tu es champion d'Afrique. Bon, lui-même, il va se poser la question, comment? Puisqu'il sait très bien qu'il a joué sur le terrain et tu l'as dit dans ton propos, hein, c'est que le match s'est terminé sur le terrain. Tout le monde a constaté la victoire du Sénégal sur le terrain. Si l'arbitre avait arrêté le match après que les Sénégalais soient sortis du terrain et déclaré le Maroc vainqueur, je dois te rassurer, ça n'aurait dérangé, choqué personne. Peut-être sur le coup, on se serait un peu énervé et tout. On aurait dit, comme c'est Sepiro dans son propos, que voilà, c'était déjà prévu que le Maroc gagne. Bon, au final, le Maroc a gagné. Mais ça, c'était Mhm. une décision qu'on aurait comprise. Mais que la décision survienne 2 mois après, je vais te dire, tout le monde, comme je te dis, hein, moi, je ne savais même plus que on penchait encore sur cette actualité-là. Moi, je pensais que c'était une affaire pliée. Et sauf que là, malheureusement, c'est le football africain qui prend un coup. Il faut savoir que c'est quand même une compétition mondiale. Il y a eu une très belle compétition organisée au Cameroun, suivie par celle organisée en Côte d'Ivoire, et celle du Maroc aussi a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de partenaires. C'était très médiatisé. Même si vous partez, si vous voyagez un peu, faites un petit tour du monde, vous verrez que même les étrangers parlent de cette compétition-là. Mais avec cette décision, moi, je pense que la CAF s'est vraiment tirée. On a régressé, on ne Ah, le prend mais plus au sérieux. clairement. Là, c'est vraiment l'image du football africain qui prend sérieusement un coup. Et je voulais terminer par ça, si tu me le permets. On se rend Oui, oui, compte on va que, passer la parole à MT après. oui, on se rend compte que même le quorum de, pour la décision n'était même pas atteint. Parce que si vous avez suivi, il y a par exemple le membre de Djibouti qui est normalement devait siéger dans cette commission qui indique il n'était même pas au courant de que Il la... n'a jamais siégé. Un avocat djiboutien. Exactement. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça qui malheureusement, pour terminer, mettent vraiment un coup sur le football africain. Et un autre membre de la Confédération africaine de football qui a pris aussi un coup aujourd'hui, c'est la FECAFOOT, l'équipe de Samuel Eto'o, l'équipe de David Pagou. Eh bien, les Lions indomptables n'ont pas fait mieux qu'une défaite aujourd'hui face à l'Australie. C'est dans le cadre des FIFA Series où on a observé un match d'abord qui n'était pas vraiment diffusé, si on peut dire comme ça, à la CATV parce qu'il était diffusé, mais il y a eu des interruptions de près de 5 minutes parfois pour ceux qui regardaient sur leur télé. Eh bien, la défaite du Cameroun, là, c'est la question pour toi, MT. Est-ce que c'est quelque part, on va commencer à penser que actuellement, David Pagou n'est plus l'homme de la situation. Tu as parlé de foot au début de ton intervention. On sent que peut-être c'est un sujet qui pourrait te dire encore plus. Est-ce que pour le moment, le choix de Samuel Eto'o porté sur David Pagou peut être remis en question? MT. Bonne nuit. Honnêtement, je ne suis pas fanatique de football, mais il y a certains Mais événements, tu certaines es fan compétitions. d'Eto'o. Je ne suis pas fan d'Eto. Attention, je n'ai jamais parlé d'Eto en tant que Si tu parles de mauvais. ses décisions,
si tu parles de ces décisions, tu t'arrêtes, on va être derrière toi directement. Parler En tout d'une cas, on décision. t'écoute, on t'écoute. Donc, euh, le match Cameroun-Tanzanie, Australie, pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas regardé, mais j'ai quand même eu quelques retours d'actualité. Donc, Oui. oui, l'Australie, Bon, même bon, sans l'avoir regardé, est-ce que tu penses que quelque part, David Pagou, quand il commence, parce qu'on sait au Cameroun, quand tu gagnes, tout le monde est avec toi. Même c'est Mabrice, quand il gagnait, on était, même, il y en a qui étaient, ils avaient les fan clubs, mais une fois qu'il a commencé il a perdu 2 matchs, bon, bon, on parle mal de lui. C'est justement pourquoi je demande, est-ce que quelque part, le fait que David Pagou commence à perdre, on va commencer à dire aussi qu'il n'est pas l'homme de la situation. de toute façon, on connaît un peu les Camerounais pour ça, hein. Comme tu as dit, quand tu gagnes avec toi, quand tu perds, on te renie et tout ça. Je me dis que ça va arriver, mais euh, il faut passer par des défaites pour se renforcer et devenir plus fort. Donc, Mhm. on va peut-être se servir sur notre défaite face au Maroc d'abord, et maintenant sur cette défaite face à l'Australie. Mais on a un peu vu le dynamisme avec lequel Pagou venait. Donc, je crois qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute pour la suite. Mhm. En tout cas, c'est ce même bénéfice du tout là qu'on accorde à tous ceux qui ont la chance de prendre les rênes du football camerounais. On espère qu'on va retrouver notre aura d'antan. Pour rappeler, le Cameroun n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2026 avec tous les talents qu'on peut avoir chez nous. On en a déjà parlé au niveau de 237 Story, mais on parle de FIFA Series encore et le prochain match du Cameroun, je pense, c'est mardi et il sera contre la Chine. Voilà, je pense que je suis bon. Bon, on va parler aussi pour clôturer, hein, Sepiro Olivier et Ticharito. Sepiro d'abord qui est revenu. Alors, le match Australie-Cameroun, c'est une catastrophe pour nous d'avoir perdu, ou bien on va dire simplement qu'on est en train on rôde et qu'on est en train de forger une bonne équipe. C'est pire. Euh, Bon, ce match qu'on a perdu, bon, je pense que on aurait pu faire au moins match nul. Parce que nous sommes tombés face à une équipe australienne qui n'a pas proposé un football très, très difficile. Mais je pense qu'on perd aussi parce que le coach va faire des... Je sais pas, chaque coach est responsable de ses choix, mais je parle en tant que personne extérieure. Je pense que le fait de changer toute l'ossature de notre équipe subitement comme ça, sans réelle transition, un peu pesé sur nous. Vous avez constaté il y a beaucoup de nouveaux à qui il a fait confiance d'entrée de jeu. C'est des jeunes qui n'ont pas pris le temps de s'acclimater avec l'équipe, de prendre leur marque. Et il les a lancés titulaires directement dès le début du match. Donc, je pense que c'est une erreur. On aurait pu garder un squelette auquel devait venir se greffer d'autres os du corps pour pouvoir faire une bonne prestation. Donc, le fait de changer l'équipe directement, ça nous a pas beaucoup aidé. Et je pense aussi à la gestuelle, le langage corporel du coach sur le banc, tout froid et un peu, de temps en temps, un peu perdu à la réflexion, comme s'il cherchait une solution miracle. Peut-être c'est le fait qu'on ait pas assez de temps pour préparer nos matchs, qu'ils mettent dans ces conditions, mais c'était pas plaisant à voir, surtout qu'on sort une compétition où on pouvait faire mieux, on n'a pas fait mieux. Donc, c'est un peu difficile, mais je pense qu'on va se faire sur une mauvaise voie comme ça pendant longtemps. Tant qu'on n'aura pas trouvé cette instabilité au niveau de la fédération, je pense qu'on va se faire sur une vague d'instabilité comme ça, puisque ça va du haut vers le bas. Si le haut n'impulse pas bien, le bas va réagir de la sorte. Qu'on soit cette équipe-là D'accord. prendra Alors, du temps. Donc, oui, petite dans ce projection sens. en avant pour toi, Olivier. Est-ce que tu penses que dans le même cas, David Pagou pourra changer toute son équipe pour le prochain match face à la Chine? Donc pour lui, il change seulement maintenant pour tester, bon, Oh oui, pour être vu plus que ce sont des matchs, sérieux. c'est pratiquement des matchs amicaux, ça ne change rien au classement FIFA. Le Cameroun a besoin de gagner et je pense que ces matchs devaient
devraient être pour lui des matchs tests qui vont pouvoir lui permettre d'asseoir une équipe type et de pouvoir remporter les futures échéances internationales ou bien nationales, internationales ou bien continentales. Donc, je pense que ici, comme tout bon coach, il voudrait faire tourner son effectif et c'est le meilleur moyen. Puisqu'il n'y a pas un autre moyen, à part demander un autre match amical, c'est une aubaine pour lui de pouvoir dire que, bon, là où je suis placé, je vais faire un peu tourner mon équipe. Je vais voir qui est qui parce que il faudrait trouver cette cohésion-là, cette alchimie pour permettre de revoir le Cameroun, les lions rugissants que nous avons toujours l'habitude de voir. Donc, laissons au coach la possibilité de faire son travail sans pouvoir juger maintenant et attendons avoir du temps pour pouvoir faire un bilan de son travail à la tête de De l'équipe son travail dans nationale. quelques semaines. Voilà, donc c'est ça. D'accord. On finit par là. Chicharito, celui qui ouvre, celui qui ferme, comme je le dis souvent. Alors, Chicharito, simple, hein. Est-ce que Eto'o a toujours raison? Est-ce que David Pagou a aussi raison? Est-ce qu'on doit le laisser travailler encore ou bien il est temps de chercher un coach? Je ne peux pas me dédier, c'est vrai, car moi j'étais pour qu'on laisse travailler Marc Brice. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il faut débarquer David Pagou. Donc, pour rester constant, il faut laisser David Pagou travailler. Et contrairement à ce que dit CBK, la sélection travaille dans la stabilité. Le président de la fédération a été conforté à son poste. Donc, il est là, président. Il a nommé le sélectionneur. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison de trouver des forces extérieures qui vont nuire dans la tanière. On a écarté tous les joueurs qu'on estimait qui ne rentraient pas en droite ligne avec le président de la fédération. Donc là, le sélectionneur a toutes les cartes en main. Maintenant, qu'on le laisse travailler. Et après, moi, je vais le juger sur la prochaine CAN. Donc là, je n'attends rien de lui. À la prochaine CAN, on verra ce qu'il va faire. Voilà qui est dit. Des forces extérieures, parlant des forces extérieures, je pense que MT n'est pas de l'église. Elle a avoué aujourd'hui qu'elle n'est pas de l'église. Donc, je pense qu'on devrait faire attention. Bon, elle est là, elle peut se défendre. Elle a dit qu'elle n'est pas fan du tout. Non, elle a dit qu'elle n'est pas fan, je pense, si je peux me tromper. C'est notre pasteur et il faudrait aimer le pasteur. Si tu n'aimes pas le pasteur, tu n'aimes pas l'église. Donc, c'est ton pasteur. C'est pas en tout cas, ce n'est pas le pasteur du 237 Ne faites pas ce que je fais. Mon frère, c'est pasteur. Voilà, elle n'est pas de l'église. Elle n'est pas de l'église. Voilà ça que je suis je vois ça de loin. Tu n'es pas ici pour recruter les fidèles, mon gars. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'humour qu'on va définitivement mettre la clé sous le paillasson de cet autre épisode de 237 Story. Merci à vous qui nous suivez depuis les différentes plateformes, sur Deezer, sur Spotify ou même encore sur Amazon et tout récemment sur YouTube. Eh bien, merci à vous aussi qui nous laissez des réactions. C'est sur notre page Facebook 237 Story. Pour les articles, vous les lisez sur www.237story.net. Et enfin, pour les nouveaux contenus, c'est sur TikTok, c'est toujours 237 Story. Eh bien, merci à vous, surtout, chers panélistes. J'ai envie de dire d'abord merci à toi, Thérèse. Merci d'avoir honoré ta première invitation, MT. Bon, là, tu peux nous dire au revoir, MT. Là, on est content que tu aies accepté de parler avec nous aujourd'hui. Et on espère te revoir lors des prochains enregistrements. MT, on te dit particulièrement au revoir aujourd'hui. Au revoir, MT. D'accord, merci. Au revoir à vous aussi. Bon, en tout cas, elle sera là encore lors des prochains enregistrements. Et puisque tu as la parole, Olivier, tu la gardes et on va dire au revoir aussi et merci d'avoir participé.
Oh, merci à tout le monde. Merci à la grande équipe de 200 Story pour votre soutien par Et rapport à pour le retour, oui, pour mon état qui n'était pas du tout bien. Mais je suis de retour. Quand on sait qu'on rentre en famille et puis on trouve la joie, c'est toujours un plaisir. Donc, salut encore à Sepiro, salut à Chicharito. Et j'espère être là pour la prochaine édition. merci à toi également, Sepiro, pour ta présence et surtout pour la qualité des échanges. Ok, merci bien, CWK, et vous passez un bon moment à vous, mes co-panélistes. J'espère que tu retrouves ta pleine santé ou que tu ailles mieux la prochaine fois, Olivier. Récupère bien. Chicharito, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Ticharito. C'était un plaisir d'ouvrir l'émission avec toi. C'est également un plaisir de la fermer avec toi. J'espère que tu vas toujours, comme toujours, être le premier, le dernier à prendre la parole. Merci d'avoir été là. Merci une fois de plus, CWK, pour l'invitation. Merci à MT pour ces moments d'échange. Merci également à tous mes copanélistes, que ce soit Olivier et Sepiro et même Joe qui est parti par la suite. Merci et à la prochaine. On dit merci à ceux-là qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui. Merci à Joe, justement, qui s'en est allé un peu plus tôt. Merci à AG, le Kunkuma, comme j'aime à l'appeler. Merci à vous surtout, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout à donner des mots d'encouragement à MT qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe 237 Story. Eh bien, on va se dire tout simplement, rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera l'occasion pour nous de commenter encore le débat sur le Cameroun et surtout de croiser le verbe. Bye bye.